Bonjour à tous, merci d'être venus. Je remercie aussi évidemment le Festival de l'Anthropocène et puis Valérie Didier de m'avoir permis de parler donc, du cinéma australien aujourd'hui. Alors en fait on a commencé à réfléchir à cette question il y a quelques mois quand on avait d'abord un thème assez vaste qui était la question du rapport entre l'homme évidemment et la nature, mais aussi plus particulièrement le rapport entre l'homme et une nature, mais qui serait une nature plutôt vengeresse, ou en tout cas une nature prise d'une sorte de volonté qui voudrait contrecarrer les méfaits que l'humain peut lui faire connaître. Et petit à petit, finalement, en essayant de voir les différentes possibilités qui s'offraient à nous, qui sont très très vastes, parce que la question du rapport évidemment entre l'homme et une nature déréglée, c'est quelque chose qui est au cœur d'énormément de films, il nous a semblé qu'il serait peut-être intéressant de centraliser notre propos sur un territoire précis, en l'occurrence l'Australie, qui est un territoire qui est très très singulier par sa dimension radicale en fait de son espace et sa caractérisation géographique. Et puis aussi on s'est dit que c'était une bonne idée de parler du cinéma australien des années 70 et 80 parce que finalement c'est un champ d'investigation du grand public qui est relativement peu connu. On parle beaucoup du cinéma américain sur ces thématiques-là, bien sûr, mais le cinéma australien, à part quelques films qui sont un peu des films emblématiques du cinéma de cette époque ou un peu plus récemment, dans l'ensemble, finalement, ça reste un cinéma assez méconnu. Donc voilà, donc c'était l'occasion à la fois de revenir donc sur un territoire, sur une filmographie, une cinématographie un petit peu méconnue. Et puis, c'était l'occasion aussi de parler de films de genre, en fait, et de parler du cinéma d'épouvante ou d'horreur, avec tous les codes que ça implique, et de réfléchir aussi à comment est-ce que le cinéma australien va s'emparer de ces codes pour pouvoir les régénérer et inventer une horreur qui est typiquement australienne. Et quand on voit un film australien d'horreur, on comprend tout de suite que c'est effectivement un film de cette catégorie qui est devenue une catégorie à part entière dans le cinéma d'horreur international. Voilà. Alors, avant de commencer de traiter vraiment de ce sujet de la vengeance du bush, je voulais quand même d'abord faire une sorte de recontextualisation de ce qu'est le cinéma australien, parce qu'il a connu une histoire assez singulière. Donc, quelques dates simplement pour replacer un peu les contextes de production, d'où seront tirés par la suite les films dont on va parler. Donc, pour comprendre les étapes qui nous ont menés à cette filmographie, il faut en passer donc par les tout début de l'histoire du cinéma, puisque les premiers films australiens ont été tournés l'année d'après la création du cinéma par les frères Lumière. Dès 1896, vous avez déjà des films qui sont tournés en Australie avec le cinématographe des Lumières. Et puis, durant les années 1900, vous avez l'effervescence et la naissance d'un genre qui va perdurer dans le temps et qui va arriver jusque dans les années 70 en connaissant différentes mutations, qui est le bushranger movie, c'est-à-dire une sorte de western du bush, qui est extrêmement caractérisé non seulement par l'espace du bush, donc on va en parler, l'espace géographique du bush qui est très spécifique, mais aussi par l'histoire des outlaws, c'est-à-dire les grands gangsters qui ont marqué l'histoire du 19e siècle en Australie, et notamment le gang Kelly, qui a connu plusieurs adaptations cinématographiques et qui est un petit peu comme les frères Dalton aux États-Unis, c'est-à-dire un gang vraiment de pilleurs qui ont défrayé la chronique et qui ont fait l'objet de nombreux films. Donc en 1906, on connaît un boom du cinéma australien qui est très très lié justement à ce genre et à cette catégorie de films. Mais quand on lit un peu les histoires du cinéma australien, on se rend compte qu'à partir de la Première Guerre mondiale, il va y avoir un arrêt très brutal de la production cinématographique et on va avoir en fait la fin de la production de Bushrangers Movie, notamment en lien avec les ligues de vertu qui étaient très puissantes aussi bien aux États-Unis à l'époque qu'en Australie, et qui ont interdit ces films qui étaient des films considérés comme des films dépravés et qui allaient idéaliser des personnages qui étaient des personnages connus comme étant des rebelles et des assassins en fait. Ce qui est très intéressant pour le propos qui nous concerne, puisque évidemment on va voir que dans l'horreur des années 70 australiens, tous ces thèmes vont être réactivés bien sûr, mais ils sont déjà en germe dès 1906. Donc en 1912, c'est l'arrêt de la production massive de films de ce type en Australie. C'est la fermeture des quelques studios aussi qui ont été les tout premiers studios de l'histoire du cinéma qui ont été aussi créés en Australie. Et il va y avoir une zone temporelle qui est complètement
oublié et terminé en fait. C'est-à-dire que jusque dans les années 70, en fait, le cinéma australien n'existe quasiment plus. Il ne survit qu'en produisant des films qui sont des films évangéliques, hein, très souvent, qui sont liés à la religion. C'est quelque chose de l'ordre de la propagation et de la propagande spirituelle en fait. Et ensuite, on a beaucoup d'imports, notamment de cinéma anglo-saxons, des films américains, des films anglais en fait, qui vont être diffusés sur le territoire australien, où l'Australie reçoit des tournages extérieurs pour donner simplement son décor à des productions étrangères en fait. Donc il n'y a pas dans les années 40, enfin des années 20 jusqu'aux années 60, début 70, il n'y a pas de cinéma australien typique et authentique en fait. C'est toujours des dérivés, des coproductions internationales et donc il faut attendre ce qu'on appelle la nouvelle vague australienne. Et donc ça c'est un terme que vous pouvez trouver assez fréquemment dans l'histoire du cinéma australien. On appelle ça la nouvelle vague australienne qui va arriver et qui va donc produire toute une série de films. Je suis accompagné par un orchestre symphonique, moi je trouve ça très bien. Mais bon, donc à partir des années 70, il va y avoir donc cette fameuse nouvelle vague australienne qui va commencer et qui va s'amplifier jusqu'à atteindre son point culminant qui est 1986 avec Crocodile Dundee. Donc Crocodile Dundee n'est pas du tout un film d'éco-horreur, hein, ça c'est certain, même si peut-être qu'aujourd'hui on peut trouver qu'il y a des aspects horrifiques dans le film qui ne sont pas ceux auxquels on pourrait penser. Et quand on le voit aujourd'hui, enfin, on a quand même cette idée que le cinéma australien devient tout puissant à la fin des années 80, notamment avec ce film qui est l'un des plus gros succès de l'histoire du cinéma australien. C'est même encore aujourd'hui le plus gros succès du cinéma australien. Et en 86, quand le film sort, il est numéro 2 au box-office international. Hein. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir qu'il y a une très longue progression ensuite des années 70 jusqu'à 86-87 qui vont montrer vraiment une montée en puissance du cinéma australien. Alors, nous, on ne s'intéressera pas aux comédies, qui est une des catégories de films aussi très prisées par le cinéma australien, mais on va par contre beaucoup travailler sur les films plus angoissants, plus horrifiques, qui sont liés à ce qu'on appelle la Ozploitation. Hein, la Oz, ça s'écrit Ozploitation, hein, Ozploitation. C'est-à-dire qu'à partir de 70, vous allez avoir toute une série de films, dont ceux dont on va parler aujourd'hui, qui vont être tournés par les différents gouvernements successifs australiens qui vont décider d'investir davantage dans la production locale, en fait. C'est-à-dire que tous ces films que vous voyez à l'écran sont des films qui ont eu beaucoup de succès sur le territoire australien ou même à l'international. Et comme vous le voyez, ce sont des films dits de genre, en fait. Hein. C'est-à-dire que ce sont des films qui vont beaucoup travailler, donc soit le western, hein, on voit par exemple le film qui s'appelle Mad Dog Morgan, qui est un film australien, mais avec comme star Dennis Hopper, par exemple. Vous avez le premier film avec Nicole Kidman, hein, qui s'appelle BMX Bandits, hein, où elle fait du BMX en combattant différents méchants. Vous avez des films de cascadeurs comme Dispatcher. Vous avez des variations sur le giallo italien, le film criminel à suspense comme Next of Kin. Et puis des films qui sont des sortes de variantes de James Bond et des films de Bruce Lee, The Man from Hong Kong, avec George Lazenby d'ailleurs, hein, si on parle de James Bond, il y a George Lazenby dedans. Des films aussi, voilà, des films de survival movies, et puis Patrick, qui est un des grands films d'épouvante aussi de cette époque-là. Donc tous ces films, en fait, vont être conçus dans une période qui s'étale entre 1970 et 1974, et vous allez avoir plus d'une cinquantaine de films qui vont être tournés en constituant donc ce qu'on appelle l'esthétique de la Ozploitation, hein, c'est-à-dire que il y a deux motivations en fait pour les gouvernements à cette époque de créer ces types de films. C'est à la fois une motivation économique évidemment, hein, pour pouvoir créer des films qui vont avoir du succès à la fois sur le territoire australien mais aussi à l'international. Mais c'est aussi l'idée qu'à travers ces films on va diffuser une vision de l'Australie à l'étranger, c'est-à-dire donner une sorte de vision à un pays qui finalement n'en a pas vraiment à l'international. C'est-à-dire que l'Australie reste une zone assez méconnue du grand public et ces films vont constituer petit à petit tout un folklore un peu vernaculaire qui va être cristallisé à travers des
des tropes, des stéréotypes, mais qui vont être très récurrents et qui vont construire donc cette image de l'Australie qu'on connaît aujourd'hui. Alors pour le meilleur et pour le pire, puisqu'on va voir que la vision que donnent ces films de l'Australie est particulièrement radicale, mais en tout cas c'est ce qui va créer cette fameuse Ausploitation, qui va permettre aussi à de nombreux cinéastes de commencer leur carrière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a des cinéastes qui sont devenus extrêmement célèbres à l'international, qui ont commencé dans cette nouvelle vague australienne, notamment les deux grands noms qu'on continue encore à citer souvent, c'est Peter Weir, dont on parlera aujourd'hui, et puis George Miller, le créateur de Mad Max, en fait. Et donc, ces deux cinéastes sont issus de la nouvelle vague australienne et ont commencé dans des films de ce type-là. Donc, ce sont des films qui sont très populaires et qui vont jouer sur un folklore, en fait, une sorte de folklore local qui va développer soit une vision comique de ce que c'est que le territoire australien, soit horrifique, mais en tout cas dans les deux cas, on va beaucoup jouer sur la psychogéographie du lieu, en fait. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très prégnant dans tous ces films, c'est que l'environnement géographique va imprégner durablement les esprits et va même conditionner évidemment les esprits. Donc ce sont des films qui sont très paysagistes aussi, et où le décor naturel a une très très grande importance. Et c'est ce qu'on va voir bien sûr dans les extraits suivants. Si vous êtes intéressé par ce mouvement de la Ausploitation, je vous conseille de voir ce documentaire qui s'appelle Not Quite Hollywood, qui date de 2008. Voilà, qui fait un peu le bilan de toutes les variations autour de la Ausploitation, et puis qui est truffé d'interviews voilà, des cinéastes de l'époque, des acteurs, et puis aussi de quelques grands amateurs comme Tarantino, etc. Donc, bon, le film est quand même très intéressant, ça ouvre des pistes si vous avez envie d'avoir d'autres influences là-dessus. Ces films aussi bénéficient d'un changement de catégorie de la censure. Ça, c'est très important par rapport à ce qui nous concerne aujourd'hui. C'est-à-dire qu'en fait, à partir de 71, le code de censure évolue en Australie, comme aux États-Unis d'ailleurs. Et le classement qui était habituellement le classement X, qui était rédhibitoire pour les jeunes gens d'en dessous de 18 ans, va tomber, en fait. C'est-à-dire que le classement X va se spécialiser vraiment dans l'ultra-violence ou la pornographie, mais les autres films, dont les films dont on va parler aujourd'hui, sont des films qui vont devenir des films qui sont R-rated, restricted, en fait. Ils sont restreints, c'est-à-dire que des adolescents jusqu'à 17 ans peuvent aller en salle, accompagnés par un adulte. Donc, évidemment, ça va permettre de faire bouger les marges et de montrer des films qui d'habitude étaient des films plutôt classés X spontanément par la censure. Et désormais, ces films s'ouvrent petit à petit à un nouveau auditoire, un nouvel auditoire, qui est un auditoire d'adolescents, en fait, qui vont évidemment plébisciter ces films qui sont de plus en plus permissifs dans la représentation graphique de la violence, de la sexualité, etc. Et donc, évidemment, les films qu'on va voir aujourd'hui, ce sont des films qui sont parfaitement dans cet esprit-là. Donc, cette nouvelle vague, pour en finir avec ces considérations-là, ça devient une sorte de centrifugeuse de thématiques, qui sont des thématiques qui sont déjà présentes dans le cinéma américain à la même époque, c'est-à-dire en 68, 69 aux États-Unis. Vous avez par exemple un film comme Easy Rider qui va sortir. Easy Rider qui est un film qui a une influence phénoménale à l'international pour créer une nouvelle image de ce que c'est qu'un film de la contre-culture fait par des jeunes gens pour des jeunes gens, en fait. Donc, Easy Rider, c'est vraiment une pièce fondamentale pour comprendre ensuite d'où viennent les films australiens, comme Mad Max, par exemple, ou d'autres. Donc, les thématiques sont très nombreuses. Vous allez avoir des thématiques de différents ordres, des thématiques féministes, des réflexions sur les origines coloniales aussi du pays, et puis des préoccupations évidemment écologiques, ce qui va nous concerner directement. Voilà. Alors, de quoi parlent les histoires qu'on va évoquer? Donc, elles parlent de ce qu'on appelle le bush. Donc, le bush, c'est quand même un élément très, très vaste et puis assez vague. C'est-à-dire que si on devait le traduire littéralement, le bush, c'est la brousse, en fait. En français, c'est ce qu'on appelle la brousse. Donc, c'est une sorte de nature sauvage qui existe à l'extérieur des villes. Et ça regroupe différentes zones. Donc, différentes zones naturelles, c'est-à-dire des forêts, de la bruyère, des montagnes, jusqu'à une zone qui est une zone beaucoup plus désertique. Et là, le bush se transforme à ce moment-là en ce qu'on appelle l'outback,
en fait. L'outback, c'est vraiment l'endroit totalement désertifié qui va petit à petit nous faire converger vers le centre du continent australien. Et donc évidemment, ça va être un des lieux principaux des films qui nous concernent. Donc vous avez différentes zones. Vous avez cette zone désertique, donc vous le voyez ici, elle est absolument gigantesque hein, quand on regarde la zone entourée de vert qui est centrale. Et puis vous avez aussi des zones qui vont être d'autres cadres des films qui nous intéressent, qui sont des zones beaucoup plus côtières et qui connaissent des conditions climatiques tropicales. Et là, vous le voyez par exemple dans ces zones colorées, ce qui est vert foncé, c'est donc les zones de marécages tropicaux, et c'est là où vous allez avoir notamment les films de crocodiles, hein, dont on parlera. Les crocodiles géants sont plutôt dans cette zone-là. Donc on voit que ce qui est fascinant dans l'Australie, c'est la diversité climatique qui peut occasionner aussi des scénarios très différents les uns des autres, mais qui à chaque fois comportent des éléments de terreur en fait. C'est-à-dire que chaque zone est très radicalement exprimée sur ce territoire. Quand c'est vraiment désertique, c'est typiquement et totalement désertique. Quand c'est tropical, c'est extrêmement humide et extrêmement marécageux. Donc il y a cette espèce de contraste qui fait que ça va évidemment stimuler, ça va évidemment stimuler l'esprit des réalisateurs. Alors, l'outback, pour terminer là-dessus, donc c'est la zone la plus désertique et centrale. Elle représente donc 70% du continent et c'est la zone qui est considérée comme la plus sec de la planète, avec l'Antarctique, en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de très massif et qui représente quasiment la moitié des États-Unis ou de l'Europe, en fait, hein, si on reprend la taille de sa zone. Alors, les caractéristiques de l'outback vont être à la base et au fondement de pas mal de films, alors qui nous concerneront plus ou moins directement, mais les intrigues de beaucoup de films de la nouvelle vague australienne qui se passent dans l'outback ont été qualifiées d'outback gothique en fait. Il existe un gothique lié à l'outback, hein, c'est-à-dire que il va se cristalliser des thématiques qu'on trouvait déjà au XIXe siècle dans le gothique anglais, mais qui vont connaître une sorte de rénovation en fait auprès justement de ce territoire désertique. Et donc ce gothique australien est particulièrement intéressant. Voilà, mais ça c'est une variation qu'on n'explorera pas aujourd'hui, ça serait l'occasion d'une autre intervention potentielle. Pour terminer sur l'outback, vous avez trois grandes zones industrielles en fait, ou de culture qui vont se développer dans l'outback, qui sont aussi au cœur de beaucoup de scénarios des films que l'on verra. Ce sont des exploitations. Alors vous avez des exploitations minières, vous avez de l'élevage et vous avez la présence du tourisme en fait. Et ce sont ces trois éléments qui vont faire vivre cette zone qui est complètement coupée du reste du monde. Donc ce sont des mines de fer, d'argent ou d'uranium, des recherches de pierres précieuses aussi, ce qui crée aussi un substrat culturel très lié à l'imaginaire du western et qu'on retrouvera dans beaucoup des films australiens, notamment avec ces fameuses idées de chercheurs d'or ou de chercheurs de pierres précieuses, parce qu'on est dans ce territoire qui est aussi vraiment miné, hein, littéralement, avec beaucoup de mines qui vont être creusées. Et à l'intérieur de ces zones-là, qui sont complètement désertiques, vous avez des points qui sont des points de localités qui vont se construire autour de mines. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on crée un forage, eh bien vous avez une micro-ville qui va surgir au milieu de nulle part. Et c'est ce qui fait qu'en fait, il existe au cœur de l'outback des toutes petites villes qui sont entre 150 et 3000 personnes et qui vont comme ça être essaimées dans un territoire extrêmement étendu. Et pour passer d'une petite ville à l'autre, il y a à peu près 300 km qui peut séparer chacune de ces villes. Donc évidemment, c'est un univers extrêmement isolé et extrêmement anxiogène aussi, puisqu'une fois qu'on est coincé à l'intérieur d'une de ces villes, c'est très difficile de trouver la possibilité de s'en échapper. Et ce thème de la fuite de ces lieux est aussi très fréquent dans ce qu'on va évoquer. Voilà, donc ce sont des lieux qui sont psychologiquement un peu constitués sans lien direct avec la modernité des villes et sans lien non plus direct avec les évolutions sociales et psychologiques modernes, ce qui fait qu'on est aussi dans des zones qui sont des zones comme coupées de l'espace et du temps, en fait. Hein. Et très souvent, il y a un substrat très 19e qui continue à survivre dans ces territoires-là, comme si on était encore du temps des grands pionniers de l'Ouest, comme de l'Ouest américain, par exemple. Hein. Voilà.
Donc, avec un environnement aussi extrême que ce que je viens de vous dire, il est certain que l'imaginaire des cinéastes australiens est vraiment lié à la géographie de ce pays. Et donc, il va y avoir une verve contestataire très très forte qui va se créer dans la nouvelle vague australienne et qui va donc s'imprégner du paysage que je viens de vous décrire. Et on va donc avoir des films qui sont des films satirique, très satirique sur la communauté perdue dans le bush et qui va petit à petit progresser vers d'autres catégories de films. Donc on passera aussi bien de la satire horrifique et très noire, du comique très sombre des habitants de ces zones-là, jusqu'à des visions apocalyptiques, une sorte de vision de fin du monde aussi, qui nous seront proposées. Voilà, donc ce que je vous propose maintenant, c'est de voir donc quatre axes qui pourront nous servir. Alors, je sais pas, c'est un peu... donc, voilà, dans un premier temps, on parlera de deux films qui s'appellent Waking Fright et les voitures qui ont mangé Paris, The Cars That Eat Paris. Ensuite, on parlera des animaux monstrueux comme Razorback et le film qui s'appelle Dark Age. On parlera de The Long Weekend aussi, sur une faune qui est beaucoup plus offensive et vengeresse. Et puis on terminera par deux visions apocalyptiques qui sont la dernière vague de Peter Weir et puis le fameux Mad Max, le premier Mad Max en tout cas, qui nous permettra de créer une forme de clausule par rapport à tout ça. Alors, si on revient sur la barbarie originelle, c'est peut-être un des premiers pas vers l'horreur écologique, puisqu'elle commence ici. Le film peut-être fétiche qui a connu une vraie résurgence ces dernières années, due à des rénovations, notamment supervisées par Martin Scorsese, qui considère que c'est vraiment un des films qu'il a le plus marqué en tant que spectateur. Il en parle très fréquemment, Scorsese, dans ses entretiens. Nick Cave aussi en parle comme son film préféré et son film d'horreur absolu. Waking Fright, donc, de Ted Kotcheff, de 1971. Donc Ted Kotcheff, qui n'est pas australien, puisque c'est lui qui tournera le premier Rambo, par exemple, plus tard avec Stallone, mais qui donc fait se dérouler l'intégralité de son film dans l'Outback, crée donc ce film, Waking Fright, Réveil dans la terreur, comme un film qui est vraiment matriciel de la vision de l'Australie comme un espace qui est très très hostile et profondément lié à l'idée de la catastrophe, en fait, mais de la catastrophe à la fois écologique, morale, humaine, relationnelle, sentimentale. En fait, c'est un film qui est... Si on devait trouver un équivalent du Voyage au bout de la nuit de Céline au cinéma, ce serait ce film, en fait. C'est vraiment peut-être ce qui se rapproche le plus, même dans la manière de le traiter, de ce que Céline avait pu faire dans ce livre. Voilà, donc je vais évidemment vous montrer des extraits, mais le scénario, pour revenir, je ne sais pas si certains d'entre vous ont vu ce film, le scénario, donc il est assez programmatique, il est assez représentatif de beaucoup de films aussi qui traitent un peu de ce sujet-là. Donc ça parle d'un instituteur qui va quitter son village qui est perdu dans le bush pour aller passer des vacances de Noël à Sydney pour rejoindre sa fiancée, et suite à des problèmes de transport, en fait, il se retrouve coincé dans une micro-ville, donc celle dont je viens de vous parler, qui s'appelle Yaba, qui est peuplée de chasseurs de kangourous alcooliques et adeptes d'une violence absolument permanente, quoi. C'est-à-dire que c'est un film où la violence est éternelle, perpétuelle, les conflits sont systématiques, et donc le film raconte comment cet instituteur qui représente un peu une forme de sophistication intellectuelle se retrouve plongé dans cet univers et finit par devenir comme ces personnes-là en cédant à tous ces instincts, en fait, les plus primitifs. Voilà, donc on va regarder un premier extrait. Hop, je vais le mettre ici. Voilà, donc ça durera à peu près 5 minutes. C'est le début du film où le héros arrive dans un bar, en fait. Shut, mate, we're closed.
Oh, new to the Ava? I just dropped in for the night. I'm flying to Sydney in the morning. Uh-huh. Come far? To Bunda. Ah, nice little place. You like it? Paradise on earth. Yeah. What do you do out there? Oh, I'm a bonded slave of the education department. I'm a school teacher. Oh, yes. You took over from old Murchison, didn't you? MacDonald, his name is. Of course. And you're, Grant. Yeah, that's right. Well, I'll be blowed. Crawford's the name. Jock Crawford. John Grant. I'm pleased to know you, Jack. What about another beer? Thanks, Mr. Crawford. Jack? Thanks. You say you're a slave. What do you mean by that? You wouldn't know how our education authorities get teachers for the outback. Wouldn't have a clue, mate. Now, a new teacher has to post a bond for $1,000. That 1,000 guarantees you'll serve out your contract wherever they send you. Oh, well. I suppose they know what they're doing. You clever blokes never like to stop in the one spot long, do you? Depends on the place. Yeah, that's right. Well, never mind, Jack. You can always come to the Yabba for your holidays. Good luck. Yes, that's something to look forward to. Thanks, I'll be running along then. Police have much to do with Bundanyaba? No, not really. We just sort of keep an eye on things. Honestest little town in Australia, this is, mate. But mind you, there's not too many game enough to try anything around here. You see, we're so isolated, there's nowhere to go. We get them, and quick. Well, sounds like an easy life. Yeah, not bad. Of course, we do have a few suicides. Yeah? Yeah, they reckon it's the heat. Me, I like the heat. That's one way of getting out of town. What is? Killing yourself. Hey, that's good. I like a bloke with a sense of humor. Oh, killing himself. Two more, Kate. Bon, voilà. Donc c'est le. Je remets en marche. Oui, c'est bon. C'est le début du film, hein. Donc c'est le début d'une espèce de très très longue plongée dans l'alcool en fait du héros, puisque en fait il va boire non-stop pendant 1h30 et ça va évidemment progressivement aussi contaminer sa vision des choses, ses hallucinations, son rapport avec les autres. Bon, donc là l'alcool est plus que simplement un élément de folklore local, c'est carrément même un des éléments qui nourrit profondément la narration du film en fait, hein. C'est-à-dire les pauses alcoolisées sont vraiment intégrées dans la narration du film, ce qui est quand même très étonnant et très singulier aussi dans la construction de la narration. Enfin, en tout cas, Waking Fright, donc comme vous le voyez, va vraiment se concentrer sur la dégénérescence, si on peut dire, d'une population qui est coupée du reste du monde. Et qui va constamment mettre en avant une sorte de machisme triomphant, de rapport avec les femmes qui est toujours marqué par une sorte de viol perpétuel. On a toute une série d'agressions de filles durant le film qui semblent tout à fait intégrées dans le mode de fonctionnement du
la ville, en fait. Et en fait, très rapidement, et pour peu qu'on lise quelques informations sur les origines même de l'Australie, on se rend compte que c'est un film qui est hanté par l'idée que l'Australie est vraiment un pays qui a été colonisé par des repris de justice, en fait. C'est-à-dire que les premières colonisations anglo-saxonnes, britanniques, en 1788, qui sont arrivés donc sur la terre australienne, ont trouvé comme moyen de coloniser leur territoire le fait de faire venir des repris de justice qui saturaient les prisons d'Angleterre pour pouvoir les installer sur un territoire dans lequel on pourrait comme ça les acclimater et leur donner une deuxième chance en quelque sorte. Mais on a vraiment l'impression que dans ce film, et ça c'est un sentiment très prégnant qui va continuer de film en film, l'Australie est une sorte de terre de déportation en fait qui est marquée par les origines criminelles de ces pionniers en fait. Et donc on comprend mieux du coup cette espèce de barbarie tranquille et complètement instaurée qui fait que même le shérif finalement semble parfaitement à l'aise dans cet univers-là, et on verra plusieurs fois qu'il étouffe les affaires coup sur coup et que pour lui tant que les gens continuent à vivre sur ce rythme ancestral, tout va très bien quoi en fait. Voilà. Donc il y a strictement aucun problème de ce côté-là. Alors le film progresse de plus en plus vers l'ignominie, parce que c'est vraiment aussi un film qui travaille beaucoup cette notion d'obscénité et d'ignominie. Et finalement, on en arrive à une séquence qui est devenue assez légendaire et très problématique, qui est celle d'une chasse aux kangourous, qui a été réellement filmée par l'équipe de tournage, qui a rendu malade d'ailleurs même les opérateurs du film, qui au bout d'un moment ont arrêté le tournage tellement ils étaient écœurés par la situation, mais qui offre du coup une séquence extrêmement choc. Donc je ne vais pas vous la montrer en entier, bien sûr, parce qu'elle est très longue et elle est vraiment très épouvante. Mais par contre, je pense qu'on peut en voir un extrait. Donc, bon, c'est le moment où le personnage se retrouve, donc une fois de plus, embarqué dans une beuverie sans fin. Et où là, il s'acoquine en fait avec une bande de chasseurs complètement décérébrés, qui en fait passent les samedis soirs à tuer du kangourou pour le pur plaisir de tuer des kangourous en fait. Et donc ils se retrouvent à bord d'un 4x4 et ils vont d'abord faire une poursuite de jour et ensuite ils font une deuxième poursuite de nuit, et la séquence de nuit fait vraiment partie des séquences les plus hallucinantes du film. You got a fair eye, Doc? Hey, Joe, take a look at this. It's a beauty. Yeah. Yeah, he must be a 7-footer for sure. Go on, Dick. We better cut up a few for the dogs, eh? Voilà, je voulais m'arrêter sur cette image parce que du coup, évidemment, on est dans une séquence extrêmement brutale alors qui a été filmée en 2 temps. On voit bien que les chants ont été filmés à un moment et les contre-champs à un autre moment, c'est-à-dire que les acteurs ne sont pas présents sur le tournage de la réelle scène de chasse. On a d'abord filmé la chasse en contre-champ et en chant ensuite on a filmé les acteurs pour donner l'impression qu'ils étaient face aux animaux, mais ça a été fait donc en 2 temps. Mais par contre effectivement tous les animaux qu'on voit ici sont évidemment tués à l'écran et ça crée pour nous une situation très dérangeante évidemment parce que on se retrouve depuis le début du film à être identifié et à s'identifier au personnage de l'instituteur qui se retrouve
enfoncé dans un univers de plus en plus terrifiant. Et à un moment donné, on sent que lui-même commence à lâcher prise et à prendre goût à ce massacre. Mais la réalisation est toujours extrêmement distante et assez clinique, hein, c'est-à-dire qu'elle observe les choses en ciblant de temps en temps quelques plans qui vont prendre une dimension très symbolique ou métaphorique. Et ce fameux plan de cette main suppliciée du kangourou, cette patte en tout cas qui fait penser à une main suppliciée du kangourou, c'est un motif qu'on retrouvera dans pas mal de films de l'éco-horreur australienne, puisque le kangourou est vraiment le symbole bien sûr de l'Australie, mais c'est du coup un animal qui est très souvent martyr dans les films de ce type-là, puisqu'on voit très souvent ces kangourous qui se font écraser par des voitures, des camions, qui se font dépecer, qui se font manger. Donc ils incarnent, les kangourous aussi, toute cette mauvaise, cette mauvaise conscience que peuvent avoir aussi les Australiens par rapport à leur massacre de chasseurs en particulier. Hein, voilà. Donc, en tout cas, c'est vraiment un film terrifiant. Alors peut-être que de tous les films dont on va parler aujourd'hui, c'est peut-être le plus terrifiant parce que, pour le coup, on ne fait pas appel à des éléments surnaturels ou des tropes horrifiques, etc. On est dans quelque chose de très humain, de trop humain, et c'est particulièrement dérangeant. De ce point de vue-là, c'est un film qu'on peut tout à fait connecter avec un autre grand classique qui arrive un petit peu plus tard, qui est Massacre à la tronçonneuse, hein, de Toby Hooper. C'est-à-dire que Massacre à la tronçonneuse, qui lui est devenu un film légendaire, finalement comporte beaucoup d'éléments qui avaient déjà été défrichés par Joachim Fright, notamment dans cette idée de petite communauté qui tourne en rond et qui finit par devenir complètement nihiliste et morbide, macabre, à force de ne plus rien avoir à faire, en fait. C'est l'idée aussi de la vacuité et de l'oisiveté qui mène à ce type d'extrémité. Voilà, donc en tout cas, Joachim Fright, c'est aussi un film important parce qu'il va placer le bush comme une zone qui est à la fois extrêmement concrète, filmée de manière très naturaliste, voire même quelquefois documentaire, hein, puisqu'on a certains plans qui sont des plans tirés quasiment de films qui ont une approche documentaire, mais qui est aussi simultanément porteur d'une dimension métaphorique. C'est-à-dire qu'on est tout le temps entre quelque chose de très 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 précis dans la description des actions, et en même temps on est toujours à deux doigts de basculer dans la métaphore, parce que c'est un univers qui est tellement radical dans ses représentations qu'un rien peut nous faire passer dans une imagerie ou un symbolisme voilà, plus flagrant, quoi, en tout cas. Voilà, donc pour le reste, hein, c'est un paysage qui est vraiment complètement désolé, avec des décharges, des zones qui sont proches de bidonvilles, des voitures qui sont en état de décomposition avancée, avec de la rouille, de la mécanique, du sable, qui va faire en quelque sorte presque l'ADN ensuite de tous les films qui vont suivre. On a déjà toute cette texture qui est très présente dans Joachim Fright. C'est pour ça que je voulais en parler un petit peu plus longuement. Voilà. Donc c'est un environnement naturel, mais qui est toujours vraiment prêt à basculer dans une vision cauchemardesque ou psychédélique, hein, puisqu'il y a cette idée aussi de la prise de drogue, de l'alcoolisme, de l'hallucination, et ça donne lieu à des montages visuels qui sont des fois assez extraordinaires. Donc voilà, donc ça c'est ce qui concerne Joachim Fright. Le film connexe, sur lequel je vais passer un petit peu moins de temps, c'est donc le film de Peter Weir, qui s'appelle Hop, je vous le remets ici. C'est le film qui s'appelle donc Les voitures qui ont mangé Paris, qui est un titre assez étrange, mais qui est le deuxième film de Peter Weir, qui est sorti donc en 1974, et qui, pareil, continue à réfléchir sur la même situation que Joachim Fright. C'est-à-dire que c'est une petite ville qui s'appelle Paris, hein, qui est perdue dans l'Australie, qui va être peuplée en fait d'une communauté de naufrageurs de voitures. C'est-à-dire qu'en fait, ce sont des gens qui vont dresser des pièges pour les touristes et qui vont les faire s'échouer dans des ravins, qui vont ensuite les voler après les avoir tués, et ensuite ils récupèrent toutes les pièces détachées des voitures pour en faire soit du commerce illicite, soit pour leur vouer une sorte de culte, de totem en fait, mécanique. Et donc ce film qui date de 1974 préfigure évidemment aussi Mad Max, qui sera un film qui est lié à un courant qu'on appelle le diesel punk, hein, qui a été créé par les courants australiens notamment, où on a une fascination pour la voiture qui est montrée comme le totem moderne des habitants de l'Australie. Pourquoi ? Parce que la voiture, c'est le moyen de circuler dans des zones extrêmement séparées les unes des autres, et si on n'a pas de voiture, on n'existe pas, en fait, dans ce pays. Et donc, la voiture devient une sorte de puissance et de force à laquelle on doit une sorte de respect et de culte. Et les voitures qui ont mangé Paris est tout à fait dans cette idée-là.
Donc, en tout cas, cette petite ville, comme d'habitude, hein, elle fonctionne en parfaite autonomie. Il y a des anciens qui sont des anciens naufrageurs qui ont une vision assez folklorique de leurs coutumes. Et puis, vous avez toute la nouvelle génération qui existe dans cette ville-là, qui, eux, appartiennent à un courant beaucoup plus de jeunes hooligans. D'ailleurs, j'ai appris que le mot hooligan venait d'un mot australien qui est Hoons, H-O-O-N-S. Les Hoons, ce sont les conducteurs suicidaires australiens, c'est-à-dire les jeunes conducteurs qui abordent leur voiture, font des rodéos et sautent des fois dans des zones absolument pas possibles parce qu'ils sont complètement fascinés par la vitesse et par l'ultra-violence mécanique. Et donc, il y a cette espèce de confrontation entre l'ancienne garde et la nouvelle garde au sein de cette ville de Paris, qui finit par une espèce de grand combat, un peu moyenâgeux, hein, comme si on retournait aux origines aussi un peu de la barbarie médiévale. Et on va voir comme ça les anciens qui sont attaqués par les plus jeunes. Donc, bon, je vous montre un petit extrait de cette fameuse attaque. Hop. Alors. Bon, voilà, donc vous avez vu l'ambiance qui pouvait régner dans le film. Donc plus on avance dans le film, plus on est face à cette espèce d'univers qui est très intéressant parce que en fait, on se rend compte qu'il y a un côté très carnavalesque aussi. C'est une sorte de vision complètement démesurée, grotesque de la société qui se voudrait une société à peu près normale, mais qui, par plein d'aspects, dysfonctionne dans tous les sens. Et on a la création à la fin d'un bestiaire qui est vraiment un bestiaire fabuleux, où on a l'impression qu'on est face à des dragons mécaniques, en fait. Hein. C'est-à-dire que la coccinelle devient une espèce de dragon, et on a une sorte de Saint-Georges grotesque avec en fait une portière de voiture qui lui sert de bouclier, et ils vont devoir comme ça combattre au milieu de la rue principale. Donc on a aussi un héritage du western qui est très très fréquent dans les films de cette époque-là. Et on voit que là, le cinéma australien devient vraiment un genre qui est en train de se singulariser énormément, quoi. C'est-à-dire que ça prend des éléments de différentes cultures et ça les fusionne avec un substrat typiquement australien qui est très lié aussi à une forme d'humour. Il y a un humour très fort, en fait, dans tous les films dont on parle. Il y a toujours cette dimension qui est un peu proche du non-sens anglais, en fait, hein, quelque part aussi, c'est-à-dire quelque chose de complètement inattendu, d'insolite, mais contrairement au non-sens anglais qui peut être des fois très raffiné, là on est toujours dans quelque chose de volontairement basique, primitif, et voilà, c'est ce qui fait que ce film est aussi très très marquant, en fait, c'est son côté très radical. Voilà, bon, donc en tout cas, bon,
quand on regarde les films de ce type qui sont dans la foulée de Waking Fright, on voit qu'on va nous décrire les mœurs des habitants, qui sont des ancêtres, donc des colons, hein, et on nous montre systématiquement la nature comme étant bafouée à plein de niveaux différents. C'est-à-dire que la nature devient un dépotoir, hein, c'est une sorte de casse à ciel ouvert. On a des grandes zones où on voit donc des multitudes de cadavres de voitures qui sont en train de rouiller au soleil. On voit aussi de temps en temps, mais assez rarement, la présence des aborigènes qui sont, eux, complètement mis hors du cadre, littéralement, mais volontairement par les réalisateurs pour montrer qu'ils n'ont pas voix au chapitre et ils sont surtout victimes d'un racisme systémique, en fait, qui va non seulement détruire leur culture, mais qui va aussi les clochardiser dans des zones de bidonville, qui vont devenir, dans certains films, réellement les lieux mêmes où vont se passer l'essentiel de l'histoire. Donc, on voit que petit à petit, il y a une nouvelle géographie qui s'instaure aussi à l'intérieur de ces petites villes. Et puis, en plus évidemment de cette délocalisation des peuples autochtones, vous avez donc les animaux, avec la figure du kangourou comme animal martyr, qui va devenir centrale et très emblématique aussi de la souffrance de la terre australienne. Voilà, donc c'est ce qui m'intéresse désormais, c'est-à-dire la question du film de monstre, hein, de monstre animal. Alors, je vais revenir là-dessus. Voilà. Donc, suivant. Voilà. Donc, les animaux qui nous concernent plus particulièrement ici, ce sont un sanglier géant et un crocodile. Donc, ce sont deux films, Razorback et Dark Age, qui vont voilà, illustrer un petit peu ce propos de cette idée que, finalement, pour pouvoir incarner la souffrance faite au paysage que l'on vient de décrire, il va y avoir des sortes de porte-paroles symboliques en fait de cette souffrance qui vont être des totems cinématographiques, et en l'occurrence Razorback et Dark Age. Alors, bon, ce sont des fables, hein. Ces deux films sont des fables, c'est ce qu'on va pouvoir aussi expliquer, qui vont ouvertement faire référence au genre du film d'horreur, c'est-à-dire que contrairement à Waking Fright et aux Voitures qui ont mangé Paris, qui étaient des films qu'on avait beaucoup de mal à catégoriser dans des genres particuliers, on ne sait pas à quoi appartiennent ces films-là, Razorback et Dark Age s'inscrivent vraiment dans la tradition du film de monstre qui existe depuis King Kong, quoi, hein, grosso modo, voire plus récemment, et parce que c'est vraiment le film aussi qui sert de modèle, même dans des séquences qui sont réellement dupliquées, aux Dents de la Mer de Spielberg, en fait. Hein, les Jaws, qui datent de 73, de Spielberg, c'est vraiment le film qui sert de modèle à Razorback et à Dark Age, notamment dans Dark Age, où vous avez carrément une séquence qui est entièrement reprise des Dents de la Mer de Spielberg. Mais ce monstre animal, finalement, dans les deux cas, il incarne une sorte de mauvaise conscience, évidemment, de l'Australie. Mauvaise conscience qui existait déjà dans l'incarnation du requin de Spielberg. Si vous avez vu Les Dents de la Mer, si vous vous en souvenez, on nous fait un rapport très net entre l'idée que, finalement, ceux qui se font manger à la fin, notamment le fameux pêcheur à la fin qui se fait manger, c'est un des soldats qui a livré la bombe d'Hiroshima durant la Deuxième Guerre mondiale, et le requin le mange aussi comme si, quelque part, il y avait une vengeance bien des années plus tard, mais de ce qu'il a pu faire avec cette fameuse bombe. Donc là, c'est la même chose. Alors, Razorback, c'est la traque d'un sanglier géant, hein, dans l'Outback, et toute l'action se concentre, encore une fois, dans une petite communauté blanche, avec pratiquement aucune présence aborigène, simplement à travers un ou deux plans de bidonville. Et l'histoire raconte en fait le voyage que fait une journaliste américaine, donc qui arrive de New York, donc dans cette ville, pour pouvoir faire un documentaire sur le massacre des kangourous. Donc c'est une écologiste engagée qui va faire ce documentaire, et évidemment elle va se retrouver en butte avec les chasseurs locaux qui vont finir par la laisser pour morte après l'avoir violée, tenter de la violer, et elle-même se fera donc massacrer par un sanglier gigantesque qui zone comme ça dans les terrains de la brousse avoisinante. Et son mari décide de partir à sa recherche, c'est-à-dire que son mari, n'ayant aucune nouvelle de sa femme, décide d'aller sur le territoire et de rentrer donc en lien avec les habitants, les locaux. Et on est reparti dans un schéma similaire à Waking Fright, c'est-à-dire
un naïf qui arrive de l'extérieur et qui se retrouve dans un procédé un peu initiatique à connaître un peu les us et coutumes de ces gens qui sont complètement fous, alliés. Et ce qui fait que très rapidement, on se rend compte évidemment que le monstre n'est évidemment pas celui qu'on croit et que le plus monstrueux de tous, c'est l'humain et non pas le phacochère géant, ce qui est quand même pas peu dire parce que le phacochère géant est quand même très terrifiant dans le film. Voilà, donc il y a cette incarnation du sanglier qui va apparaître donc à différents moments du film. Moi, je trouvais que c'était peut-être plus intéressant de vous montrer une séquence où on ne le voit pas forcément, mais où on voit par contre comment le réalisateur, qui s'appelle Russell Mulcahy, comment est-ce qu'il traite justement de la nature du bush à travers son esthétique, qui est une esthétique très particulière, sur laquelle on va pouvoir revenir. Voilà. Donc là, on est au moment où le héros donc s'est fait abandonner par une bande de chasseurs, encore une fois, dans un territoire qui est un territoire complètement isolé et qui est devenu une fange gigantesque dans laquelle, une bourbe, dans laquelle vont vivre des sangliers qui sont dominés par la présence du razorback principal. Et donc le héros se retrouve attaché à une sorte de pylône mécanique, enfin métallique. Il arrive à se détacher du pylône, il tombe dans la fange et à partir de là, il essaye de s'extirper de l'eau et il commence un long voyage à travers le désert de l'Outback. Et c'est ce traitement qui m'intéresse maintenant. Non, vous ne m'aurez pas! Voilà, donc là on est dans une séquence qui est très onirique dans le film, mais qui nous montre aussi que là le traitement qu'en fait le réalisateur, c'est qu'il utilise le territoire de l'Outback pour le transformer en fait ce territoire en une zone qui nous fait basculer dans le genre de la science-fiction en fait à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on est sur une autre planète littéralement. Et donc il est intéressant Razorback parce que encore une fois il y a des moments où on est vraiment dans quelque chose de très naturaliste dans la manière de chroniquer le quotidien des autochtones. Puis il y a des moments où on part sur quelque chose qui nous montre l'incroyable imagination
tension qui est générée par ce territoire écologique, mais qui est très étrange en fait, et qui, de par sa dimension très radicale, peut donner quelque chose qui nous fait quitter en fait la réalité pour autre chose. Donc évidemment, il y a un travail très fort sur les filtres. Donc on a des filtres bleus, des filtres rouges. Donc à certains moments, on a l'impression d'être sur Mars. À d'autres moments, on pourrait être sur la Lune. On a l'impression que, en fait, c'est une espèce de territoire où toutes les planètes convergent et fusionnent, ce qui est très, très étonnant visuellement. Et puis, on a aussi l'idée qu'on est dans un monde réellement surréaliste. On a des hommes... Enfin, on a ici très clairement l'influence des peintures de Dali, par exemple, notamment dans la manière d'agencer le personnage du squelette ou les failles comme ça en profondeur de champ. Ça fait vraiment penser à des tableaux surréalistes de Dali. Et Malkay, il va frontalement, quoi. C'est-à-dire qu'il se dit, allons-y, essayons de faire cette fusion entre le graphisme, le pictural. On voit que c'est du matte painting, on voit vraiment que les failles sont peintes littéralement à l'écran. Et ce territoire est un territoire très inquiétant, mais en même temps qui est très très riche d'un point de vue plastique et qu'on peut malaxer un peu à volonté, un peu à la manière de cette terre boueuse qui est très présente dans le film. Donc c'est pas un hasard, parce que Mulcahy, le réalisateur, est aussi un réalisateur de vidéoclips qui à l'époque est très 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 connu pour les clips qu'il tourne avec Queen et Duran Duran et Elton John en particulier, et tous ces grands clips sont tournés par ce réalisateur qui du coup va aussi créer donc une nouvelle approche du fantastique et de l'épouvante en insérant vraiment une esthétique quasi publicitaire en fait dans son film et qui va perdurer beaucoup. Et aujourd'hui c'est un film qui a retrouvé ses lettres de noblesse, parce que pendant très longtemps il était l'objet de mépris complet des cinéphiles qui disaient c'est vraiment un film de faiseur, etc. Et en fait quand on le revoit aujourd'hui on se dit il est très avant-gardiste sur beaucoup de sujets et assez passionnant en fait à suivre, de toute évidence. Donc voilà, donc en tout cas la grande réussite aussi c'est de montrer cette espèce d'enfermement dans l'immensité. C'est un sentiment qu'on retrouve souvent dans les films d'éco-horreur en fait, c'est-à-dire on a beau être dans un territoire ouvert à l'infini, à force d'être trop ouvert il devient extrêmement claustrophobique, et c'est à de nombreuses reprises ce que l'on éprouve en voyant ce film qui est vraiment un très très bon film à redécouvrir. Voilà, donc j'avance parce que le temps passe. Le deuxième film que je voulais évoquer aussi en lien avec Razorback, c'est donc le film qui s'appelle Dark Age. Alors Dark Age, c'est un petit peu plus traditionnel finalement dans la forme, c'est-à-dire qu'on est face à la présence d'un crocodile géant. Alors cette fois-ci, on n'est plus du tout dans la zone du bush dans Dark Age, on est dans une zone tropicale qui se situe dans les Cairns, c'est-à-dire dans la côte nord-ouest de l'Australie. Et cette fois-ci, la terreur n'est plus désertique, elle est plutôt aquatique. Et une fois de plus, elle est clairement liée à la fois aux films d'aventure de jungle qu'on avait par exemple dans les aventures d'Alan Quaterman, par exemple. Vous voyez Alan Quaterman et les mines du roi Salomon, par exemple, les classiques comme ça d'aventures des années 50, ou des films évidemment de monstres comme Les Dents de la Mer, encore une fois. Mais avec cette fois-ci une caractéristique évidemment plus australienne et la mise en avant des aborigènes, ce qui va permettre de commencer à parler de la présence des aborigènes dans l'éco-horror. C'est-à-dire que les deux personnages que l'on voit ici sont évidemment des blancs, des anthropologues qui vont prendre la défense d'un crocodile géant qui est en réalité un totem, un animal magique qui est l'objet d'un culte par les aborigènes présents dans le film. Et donc vous allez avoir tout un face-à-face entre des chasseurs et des exploitants miniers qui n'ont qu'une idée, c'est détruire la nature, tuer ce crocodile pour pouvoir installer leurs usines. Et puis évidemment ce couple de braves chercheurs qui eux vont coûte que coûte essayer de sauver cet animal et par ce biais de sauvetage, sauver aussi tout un peuple qui lui voue un culte. Donc il y a cette idée donc que l'animal ici incarne spirituellement évidemment un peuple qui est extrêmement maltraité. Alors bon, le film est assez classique dans sa forme, il n'a pas particulièrement de trouvailles extraordinaires, sauf à certains moments, notamment des idées de montage qui sont très très riches. Et donc je vais vous montrer une chasse au crocodile du coup. Voilà. Donc chasse au crocodile,
puisque à partir du moment où le plus gros crocodile a commencé à faire ses méfaits, sa tête est mise à prix en quelque sorte, et donc tous les chasseurs du coin décident de partir à sa recherche. Et donc là, le réalisateur, qui s'appelle Ark Nicholson, hein, qui est d'ailleurs le directeur de la photographie de Razorback, c'est intéressant de voir que tous les auteurs et les concepteurs des films se passent le relais pour créer les films les uns à la suite des autres. Donc en fait, ils travaillent tous les uns avec les autres, hein, les techniciens de cette époque. En tout cas, le réalisateur va se livrer à un montage très intéressant entre la chasse au crocodile et une danse traditionnelle aborigène. Voilà, donc on voit ici que le montage est évidemment un montage très travaillé, mais qui a un objectif qui est pratiquement le même que celui du cinéma russe des années 20. C'est-à-dire c'est un montage en fait qui est un montage didactique qui va vous expliquer et vous expliciter clairement l'interaction qui peut exister entre la présence de ces crocodiles et la présence aborigène. Et cette espèce de montage qui est un montage alterné assez traditionnel devient extrêmement efficace parce qu'il a un propos, il est extrêmement didactique, il fonctionne très bien, il est très bien rythmé aussi. Et on voit qu'ici on est dans des films qui sont aussi des manifestations très nettes de l'esthétique des années 80. Ce rapport avec la musique, ce montage très très rythmé, très musical, c'est quelque chose qui se développe beaucoup avec l'éclosion du vidéoclip à l'époque, et on est tout à fait aussi dans cette lignée-là. Donc il y a à la fois quelque chose d'horrible à l'écran, et il y a en même temps quelque chose de très séduisant dans la forme, qui est de l'ordre un peu de la sidération et de la virtuosité technique, quoi, en fait. Et on joue beaucoup sur ce rapport-là. Donc, cet exemple sur lequel je ne vais pas m'attarder davantage, en tout cas c'est un film Dark Age qui est un film de genre qui développe finalement ce que les meilleurs films d'horreur australiens possèdent au fond, c'est-à-dire la quête d'un sentiment presque de spiritualité ou l'évocation d'une forme de puissance, et c'est très présent sur la fin notamment de Dark Age, d'une force de puissance vraiment tellurique, vraiment primaire, primitive, qui va innerver le territoire et lui donner à ce territoire une puissance qui lui est propre, en fait, une énergie qui lui est propre. C'est-à-dire que on n'en passe plus par les humains, on en passe par la manifestation animale ou la faune en elle-même qui va être dotée presque d'une puissance qui lui est propre pour pouvoir combattre finalement la présence de l'humain sur le territoire. Et donc ce qui est déjà relativement présent dans Dark Age va se développer dans un autre film donc qui m'intéresse particulièrement, qui s'appelle Long Weekend, donc le long week-end. Alors, Long Weekend, qui est un film, alors lui, qui
ouvre une autre piste qui est celle de la faune vengeresse. C'est-à-dire que là, dans Long Weekend, on n'est plus dans l'idée de trouver un animal qui serait un animal un peu totem, qui incarnerait une force horrifique. On est dans l'idée que toute la nature, en fait, se ligue contre les humains. Et il n'y a plus un animal en particulier, mais c'est carrément toute la végétation, tout l'écosystème qui petit à petit va se rebeller pour se défendre contre l'agression humaine. Donc ce film date de 1978, il est tout à fait possible de le mettre en parallèle avec le film de John Borman qui s'appelle Délivrance, peut-être que vous avez vu en 72, puisque ça raconte le même type de scénario, c'est-à-dire on a une bande de citadins qui décident de partir faire du camping dans des zones dans lesquelles ils ne sont pas assez préparés finalement, et ils vont se retrouver en but avec la dureté du paysage et de la nature, et ils vont finir petit à petit par être plus qu'attaqués par leur environnement. Donc cette délivrance qui pourrait être attendue moralement et psychologique, en fait, elle n'a pas du tout lieu, et c'est plutôt un enfer qui commence pour eux. Donc là, on est encore dans une autre zone géographique, dans Long Weekend. On est dans une zone qui est à la fois forestière et qui est en côte aussi de l'océan, qui s'appelle la côte Saphir, en fait, et qui se trouve sur la partie méridionale de l'Australie. Donc, bon, que font ces deux personnages? Donc, ce sont un homme et une femme qui sont en couple. Au début du film, ils sont en crise, ils sont sur le point de divorcer. Et finalement, l'homme décide de tenter une dernière chose pour sauver son couple. Il décide d'emmener sa copine dans un week-end à la plage en faisant du camping. Et évidemment, elle ne veut pas, mais elle finit par se faire convaincre, et ils se retrouvent tous les deux isolés dans une zone complètement coupée du reste du monde, où ils vont être en fait prisonniers d'une sorte de huis clos. Et donc ce film, c'est vraiment un très très bel exemple de mise en scène d'un huis clos, c'est-à-dire comment est-ce qu'encore une fois on peut créer un enfermement alors qu'on est au bord de la plage ou aux abords d'une gigantesque forêt, et alors qu'on a l'impression qu'on est coincé dans un microcosme qui ne s'ouvre jamais sur l'extérieur. Bon, avant d'arriver quand même sur le lieu de camping, ils vont renverser un kangourou en voiture et le tuer net. Ils vont abattre un arbre pour installer leur tente. Ils vont tuer pour s'amuser un dugong, donc une espèce un éléphant de mer, pour utiliser leur nouvelle carabine. Et on se rend compte qu'en fait, tranquillement, ils sont en train de polluer tout leur environnement, mais de manière complètement, alors pour le coup, naturelle. C'est-à-dire qu'ils ne se disent pas « c'est mal ce que l'on fait », ils se mettent à polluer leur environnement de manière très consciente et complètement désinhibée. Bon, alors, vous avez vu le speech qui est donné sur l'affiche, la nature les a déclarés coupables, c'est-à-dire qu'il va y avoir un jugement moral qui va être édicté. C'est un crime contre nature, dit l'affiche française, qui est d'ailleurs très très belle. Et donc je vais vous montrer un ou deux extraits qui vont un petit peu exemplifier cette démarche. Donc, bon, premier exemple. Long Weekend, c'est là. Voilà, donc on est plutôt au début du film, c'est 28 minutes après le début du film, ils se sont installés et on commence à les voir prendre leur marque dans une espèce de zone qui comporte la tente et puis quelques éléments pour pouvoir manger à l'extérieur. Donc c'est intéressant aussi de voir comment la mise en scène va créer une espèce de petit rituel où ils essayent de retrouver leur confort urbain à l'intérieur d'un lieu qui est censé être un lieu naturel et sauvage, en fait. Et on voit que la dimension d'aventure est très relative avec le confort moderne. What do you want for tea tonight, steak or chicken? What's wrong with a bit of fresh fish? Nothing, except we haven't got any. I'll catch some. I think I'll defrost something anyway. Peter, where's the insecticide? The tent? What do you think that noise was last night? Sounded like a baby crying.
You're not going to tell me it was a tomcat, not out here. I don't know, love. Not sure I heard anything at all. Where are you going? Thought I might go for a bit of a wander. What are you going to do? I think I might organise a show. Christ! I'm all right. Jesus Christ. Bloody thing shouldn't have gone off. It was on safety. I put the safety on it. Voilà, donc là l'extrait est très représentatif en fait de la multitude de micro-séquences comme ça qui vont s'accumuler jusqu'à la fin du film où il va y avoir un crescendo. Bon, on n'a pas le temps de voir d'autres extraits, là je vous conseille de voir vraiment le film en entier parce que c'est vraiment très progressif. Mais on a vraiment la démonstration de la manière dont c'est fait. C'est-à-dire qu'en fait, ce que met en scène le réalisateur, c'est vraiment le microscopique en fait. C'est-à-dire que contrairement aux deux films précédents qu'on a vus, on était face à des monstres qui étaient absolument spectaculaires et gigantesques. Là, c'est vraiment dans le micro, dans l'anecdotique, en fait, le détail, que va petit à petit se manifester la présence d'une sorte de pensée qui développe un phénomène presque auto-immune en fait. C'est-à-dire qu'on a vraiment cette idée dans le film que la nature est un corps parfaitement coordonné et parfaitement fluide, que l'arrivée des deux humains est montrée comme une espèce d'agression extérieure et qu'il faut absolument évacuer par tous les moyens. Et donc on a l'impression que toutes ces microcellules vont petit à petit expurger les corps nocifs qui se sont investis à l'intérieur du corps. Donc il y a une autre approche et le génie du film, parce qu'il y a un côté assez génial dans ce film, c'est de pas du tout jouer avec le bestiaire fantastique de l'horreur habituelle, mais plutôt de montrer donc une approche descriptive sans emphase, extrêmement clinique, de faits qui vont comme ça s'accumuler les uns après les autres et qui vont nous terrifier beaucoup plus qu'un phacochère géant qui hurle en tombant sur des rednecks fous. On est dans quelque chose qui est bien plus fin, même tellement fin d'ailleurs que les critiques de l'époque ont dit bon bah finalement qu'est-ce qui se passe dans ce film, on sait pas trop, alors qu'en fait si on est très à l'affût des indices qui nous sont donnés, puisque c'est un film qui est très indiciel dans sa mise en scène, si on détecte tous les indices qui nous sont donnés, en fait il y a vraiment une horreur absolue qui est en train de se passer, mais de façon très minime, c'est en filigrane en fait, en permanence. Et donc c'est un film qui est très satisfaisant pour le coup, si on le voit en prenant le temps de décrypter les images qui sont souvent, qui ne sont jamais anodines en fait, et qui sont extrêmement précises dans leur sélection. Donc voilà, donc c'est cette idée aussi, pour terminer, que dans Long Weekend, on a un rétrécissement progressif des espaces avec une utilisation du sound design très intéressante. Vous avez peut-être entendu le travail sur le son ici. Tous les sons ont été recréés en post-production et donc on va avoir des sons à la fois d'insectes, d'animaux, d'oiseaux, le son de la flèche par exemple, j'ai vu que vous sautiez tous de votre siège quand la flèche est tirée, c'est-à-dire que vraiment on a un travail de décalage aussi un peu entre le son et la valeur de cadre, c'est-à-dire que par rapport à un plan d'ensemble, des fois on va avoir un son qui est presque un gros plan sonore par un plan d'ensemble qui crée des décalages visuels et sonores qui sont très saisissants et qui nous mettent tout le temps dans une situation on guette en fait, on guette en permanence.
Voilà, donc les indices sont là, ça n'est jamais trop explicatif ni démonstratif, et puis c'est un très grand film, encore une fois, sur la question du hors-champ. C'est-à-dire que là, le film, avant de nous montrer quelques animaux qui attaquent les personnages, qui sont très très rares, on a avant tout une très longue montée d'une présence hostile dans le hors-champ. Donc ils entendent des choses, ils regardent dans le lointain, et on ne sait pas très bien ce qu'ils voient. Ils voient des formes, ils entendent des cris, un cri de bébé par exemple. Qu'est-ce que c'est que ce cri de bébé? En fait, c'est l'éléphant de mer qu'ils ont tué, qui geint. Et en fait, il geint toute la nuit et il a un bruit de bébé qui pleure, en fait. Et donc, on ne sait plus si on est dans l'humain, dans l'animal. Il y a une espèce de perte des ancrages sensoriels habituels, en fait, dans le film. Et ça, c'est vraiment passionnant à explorer. Hein. Voilà. Donc, c'est un film d'atmosphère, bien sûr, et qui joue beaucoup sur la dimension insolite du cinéma australien, c'est-à-dire faire surgir à des moments des choses auxquelles on ne s'attendrait absolument pas. Et ça, le film, évidemment, va beaucoup le travailler. Alors, il me reste encore un peu de temps, donc on continue avec l'étape suivante, puisque finalement, toutes les manifestations qu'on a pu voir ici de films jusqu'à présent, ça atteste tout le temps d'une nature qui est capable de penser et de réagir aux attaques des humains. C'est-à-dire que ça pose un scénario qui est très récurrent, qui est un scénario catastrophe, au vrai sens du terme. C'est-à-dire tout est catastrophique dans ces films et ça se termine souvent très mal. C'est-à-dire que ça se termine par la destruction totale de l'environnement, enfin de l'environnement du film. Ça se termine par la destruction du monstre, ça se termine par la destruction du couple, etc., etc. Donc, ce scénario catastrophique, c'est vraiment un principe, même un prérequis à l'écriture des scénarios. On sait déjà dans ces films que ça se terminera mal, en fait, dès le départ. Et le scénariste de Long Weekend disait, mais j'aurais même voulu, dès le départ, dans Long Weekend, qu'on dise aux spectateurs, ils sont morts. Le couple est déjà mort et tout ce qu'on va vous montrer, c'est comment petit à petit la nature va les détruire. Donc il disait, moi j'aurais préféré qu'on ne joue pas du tout sur cet effet d'attente, mais qu'on soit immédiatement plongé dans le nihilisme total pour en faire vraiment un authentique pamphlet en fait, ce qui n'était pas vraiment le cas du produit fini. Mais bon, en tout cas pour ce qui concerne cette idée de scénario catastrophe, il y a un film en fait qui réfléchit énormément là-dessus et qui offre une vision apocalyptique du cinéma australien, qui est l'une des plus belles visions de ce style. C'est le film qui s'appelle La Dernière Vague. Donc, Dernière Vague de Peter Weir, encore lui, 1977. Donc, on recroise souvent Peter Weir dans les films qui ont été choisis, mais en fait, en retravaillant sur les films de Peter Weir, on se rend compte que c'est vraiment un cinéaste très 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 important. Parce qu'on le connaît pour Le Cercle des Poètes Disparus, pour Master and Commander, pour Witness, tous ces films qui sont absolument très importants de l'époque à laquelle ils sont sortis aux États-Unis, mais sa carrière australienne, elle est vraiment passionnante aussi. Hein, et c'est vraiment quelqu'un dont on parle assez peu finalement, Peter Weir, alors que ses films sont vraiment très très importants. Bon, donc The Last Wave, en tout cas, c'est un film qui va dépasser un peu la catégorie un peu clivante et de niche de la exploitation. Là, on n'est pas, encore une fois, dans le film truculent et grotesque qu'on a pu voir, par exemple, dans Les voitures qui ont mangé Paris. On est dans quelque chose qui est plus fine, une approche plus fine du fantastique. Et on voit là que c'est Peter Weir qui est en train de maturer son travail. Il le tourne après le film qui s'appelle Picnic à Anguille Park, qui est aussi un film absolument magnifique et d'une poésie un peu folle et très doux. Hein. Vous avez tout Sofia Coppola dans ce film-là, on pourrait dire. Mais avec The Last Wave, il va reprendre donc un tournant plus proche de l'éco-horror à travers donc un récit qui est un récit totalement apocalyptique. Donc, dans l'interview de l'époque que j'ai relue, hein, qu'il avait donné quand le film était sorti, il dit « Il me semble que nous avons perdu le contact avec la peur de la nature, nous avons perdu la capacité à voir le monde différemment. C'est un équilibre que nous avons éliminé avec l'arrivée de la révolution industrielle, mais mon film montre que cette vision peut encore percer quelquefois. » C'est-à-dire que quelquefois, tout d'un coup, on peut avoir une autre vision du monde qui surgit. Et donc, on est dans un film qui, là, est très différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire que on change totalement de localisation. Là, l'action, elle se déroule dans une grande ville. Elle se déroule dans la ville de Sydney. Donc, là, on n'est plus dans le bush,
mais c'est le bush qui va en quelque sorte s'exporter à l'intérieur de la grande ville. C'est-à-dire qu'à l'intérieur de Sydney, vous avez des aborigènes qui ont été colonisés, qui vivent dans des sortes de ghettos, en fait, dans les environnements de Sydney, et qui ont importer avec eux, si vous voulez, leur mode de rituel, leur rite, mais dans des zones qui sont des zones secrètes que le héros du film va devoir arpenter pour résoudre une intrigue policière, en fait. Donc, si vous voulez, c'est pas tant l'idée que le héros va dans le bush, mais là, c'est le bush qui va au héros, qui est un citadin, et qui va devoir donc découvrir un monde parallèle dans la ville qu'il croit connaître par cœur. Donc, il y a une sorte de duplication du réel dans un monde qu'il croit très quotidien, et en réalité, les sous-bassements de son monde sont des sous-bassements rituels et ancestraux et magiques qu'il va découvrir petit à petit. Donc, l'histoire, c'est qu'un avocat qui est joué par Richard Chamberlain est chargé de défendre donc un groupe d'aborigènes qui vivent dans la ville de Sydney, qui sont accusés d'avoir assassiné l'un des leurs. Et donc, à force de mener son enquête, il va découvrir donc une culture spirituelle qui est extrêmement vivace à Sydney et qui se situe notamment dans les zones souterraines de la ville. Voilà. Et donc, en plus de cette intrigue policière assez traditionnelle, on constate en parallèle un dérèglement climatique de plus en plus violent et le héros qui est hanté par des rêves aussi de fin du monde qui l'agresse de plus en plus. Donc, si vous voulez, vous avez deux niveaux de narration. Le niveau de narration qui est l'intrigue policière traditionnelle et puis un niveau beaucoup plus onirique, métaphysique même, où Richard Chamberlain, le personnage joué par Chamberlain, éprouve des visions qui lui font comprendre qu'il est doté de pouvoirs médiumniques, en fait, qui lui permettent de se connecter avec les aborigènes et d'avoir donc un point commun avec cette société avec laquelle, de par sa culture, il ne devait pas logiquement avoir de point commun. Et là, par le monde du rêve en particulier, il arrive à communiquer avec eux et donc il devient presque leur ami dans le film. Donc, il est appelé le Mulkurul. Le Mulkurul, c'est le médium capable de rêver le futur, et notamment un futur apocalyptique. Donc, pour vous montrer comment Peter Weir traite de ces séquences de rêves, qui sont très importantes, je vais vous montrer donc la première vision de Richard Chamberlain, qui est extrêmement belle. Donc, il est chez lui, il commence à travailler sur le dossier d'enquête. Voilà, bon, donc on est ici dans la première vision du personnage, sa vision un peu magique, hein, effectivement, et ça me permettait aussi de vous montrer l'acteur
l'acteur aborigène que l'on voit ici, qui s'appelle David Gulpilil. David Gulpilil, c'est un acteur très fréquent dans les productions de cette époque-là, et c'est devenu une figure très importante du cinéma australien aussi. Il est décédé il y a quelques années, mais lui, il a été le premier acteur aborigène à travailler pour des studios occidentaux, en fait. Et donc, il a été un peu un acteur qui a été un passeur, en fait, entre deux cultures, et il est très, très, très apprécié en Australie pour avoir été vraiment un pionnier du jeu d'acteur avec le fait qu'il avait été recruté dans une tribu lors de son premier rôle dans un film de Nicholas Rugg qui s'appelait Walkabout. Peut-être que vous avez vu ce film, voilà, qui est aussi un film important pour la connaissance de l'Australie à l'échelle internationale. Voilà, donc en tout cas, ce que l'on voit ici, c'est la manifestation aussi d'un personnage qui reconnecte avec un temps que Peter Weir appelle le temps du rêve. Et le temps du rêve, c'est un temps qui est très présent dans la culture aborigène aussi, et qui est un temps qui permet aussi de revenir aux origines même de l'Australie, qui est basé sur des prémonitions et des visions qui ont fondé vraiment le continent. C'est-à-dire que de certains rêves sont issus des zones géographiques, sont issus des zones aquatiques, et le personnage principal va commencer lui-même à comprendre ce temps du rêve, et finalement, alors qu'il incarne le reaganisme arrivant, c'est-à-dire que c'est un homme d'affaires, un avocat qui travaille avec des businessmen qui sont des sortes de Trump en puissance, etc., lui se retrouve à devoir arrêter de travailler pour ces gens-là parce qu'il a retrouvé en fait une vocation spirituelle dans sa vie qui le détache finalement de ce que la société des années 80 lui impose. Et il y a plein de moments où il y a une opposition entre l'horreur administrative et légale qu'il incarne en étant avocat et finalement une espèce d'ouverture d'esprit et de morale en fait qui s'ouvre à lui grâce justement à ce choc. Et Peter Weir le dit encore, je le cite parce qu'il a beaucoup parlé de ce film, dit que son film, plus qu'un choc de civilisation, c'est un choc de perception en fait, c'est-à-dire le personnage principal apprend à voir différemment et des choses se révèlent à lui que les autres ne peuvent évidemment pas percevoir. Donc c'est un film d'épouvante, c'est un vrai film d'épouvante parce qu'à certains moments il y a une vraie tension et c'est très angoissant. C'est un film catastrophe aussi puisque finalement la résolution du film va de toute évidence être cette dernière vague qui est une vague qui est censée engloutir le territoire australien, mais évidemment il y a une tonalité intérieure et spirituelle qui n'existait pas dans les autres films qu'on a pu voir. Donc c'est un film aussi qui parle beaucoup de la paupérisation des peuples autochtones qui sont obligés de vivre dans des banlieues insalubres. Si vous pouviez faire un lien avec d'autres films sur ce sujet-là, le film qui s'appelle Candyman dans les années 90, américain, Candyman, est aussi un film qui parle exactement de ce même thème. On a une grande réflexion aussi sur l'architecture, c'est-à-dire que le thème ici qui est très 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 classique, mais qui va être magnifiquement exploité et qu'on trouve beaucoup dans le cinéma d'horreur, c'est l'idée des fondations d'une ville sur un territoire sacré. Ça, vous le trouvez dans Shining, vous le trouvez dans Cimetière, dans tous les films de Stephen King, adaptés de Stephen King. Mais là, c'est tout à fait le cas. C'est-à-dire que sous Sydney, vous avez des soubassements où il existe encore des grottes dans lesquelles on pratique des rituels sacrés, des danses, et où on a aussi toute une série de strates historiques où l'on voit des vestiges des civilisations antérieures. Donc à la fin du film, le héros arpente les souterrains et découvre un conquistador quasiment. Enfin voilà, il y a des reliques du passé et il y a une confrontation finale qui se déroule dans un lieu où on ne sait plus du tout où on est, puisqu'on passe par les égouts et ensuite on arrive dans des boyaux qui sont des grottes en fait, sous le... Et c'est absolument génial. Donc l'horreur écologique ici, elle est vraiment liée à un constat de la colonisation qui a décimé le peuple originel. Et l'épouvante, elle est vraiment architecturale, en fait. C'est-à-dire un film qui travaille beaucoup sur la construction, les strates et les fondements de la ville de Sydney. Voilà. Et puis pour terminer, je terminerai là-dessus parce que le temps est passé, finalement cette déliquescence sociale et la dislocation géographique et architecturale, elle va trouver son meilleur exemple dans Mad Max, puisque Mad Max, c'est la dernière étape. C'est-à-dire que là, jusqu'à présent, on était dans des films qui chroniquaient l'actualité des films, c'était des films contemporains qui parlaient de l'époque où les films étaient tournés. Mad Max, on est projeté dans le futur et c'est une espèce d'hypertrophie de tout ce qu'on a pu voir avec ce caractère de science-fiction, ou en tout cas d'anticipation plus que de science-fiction.
Bon, donc, dernier exemple peut-être, enfin c'est sûr, Mad Max, hop. Alors juste avant de montrer l'extrait, je vous donne simplement 2-3 informations sur Mad Max. Donc le film est devenu célèbre. On connaît même plus la franchise Mad Max que le premier Mad Max finalement, parce que Mad Max a connu au moins 5 films. Mais le premier date de 79. C'est un phénomène énorme aussi dans l'histoire du cinéma australien, puisque avant le projet Blair Witch, le fameux film d'horreur qui s'appelle le projet Blair Witch qui date de 99, Mad Max était le film le plus rentable de l'histoire du cinéma. Donc ça prouve quand même que ça a touché une corde sensible à l'international. Le film a coûté 400 000 $, il en a rapporté 100 millions. Donc on peut pas imaginer plus-value plus incroyable. Et c'était vraiment un film qui offre une vision infernale de l'Australie. C'est-à-dire que tous les thèmes qu'on a pu voir jusqu'à présent vont être exemplifiés et intensifiés à un point totalement délirant dans Mad Max. Alors, c'est l'effondrement de la société totale. Ça nous raconte comment des bikers fous font régner la terreur sur le territoire australien, et une bande de policiers en fait tentent de les intercepter. Donc c'est un scénario hyper basique en fait sur le papier, mais il y a la construction d'un univers qui est totalement cohérent dans l'esthétique, dans les costumes, dans les véhicules aussi. Il y a tout un culte des véhicules dans Mad Max. Et l'effondrement de la civilisation, finalement, est très peu expliqué. C'est-à-dire qu'on en arrive enfin, Mad Max commence, c'est déjà la fin du monde, c'est la crise pétrolière. Et c'est à travers les 2 ou 3 Mad Max qu'on finit par comprendre ce qui s'est passé. Donc on a notamment l'idée de la crise pétrolière de 73, qui a été le coup d'envoi finalement de l'idée de Mad Max dans les années 70. Et puis la deuxième crise pétrolière de 79, donc il y a eu 2 crises pétrolières coup sur coup, qui ont nourri l'imaginaire de George Miller, donc le réalisateur, George Miller était lui-même un médecin, donc médecin qui était spécialisé dans les branches de l'hôpital qui accueillaient les grands accidentés de la route automobile. Donc c'est quelqu'un qui, avant de faire du cinéma, était médecin et donc a vu des corps littéralement déchiquetés par les voitures, et quelque chose donc de très présent dans la culture australienne, on l'a vu. Et il a assisté notamment à des émeutes lors des crises pétrolières aux stations essence, où les gens se battaient pour avoir des bidons d'essence, être sûrs de pouvoir continuer à faire rouler leur voiture. Donc il a expliqué que son expérience médicale et son expérience des crises pétrolifères qui se sont succédées dans les années 70 ont créé l'idée que Mad Max était un film de terreur où tout le monde essaye finalement de trouver du pétrole, de l'essence pour continuer à faire rouler, même dans le vide, ses voitures. C'est-à-dire il faut exister par l'idée de faire fonctionner son moteur. Voilà, donc c'est une vision complètement hallucinée et assez absurde en fait. Dans Mad Max, il y a une tonalité très absurde, presque surréaliste aussi à certains moments. Bon, donc je vous montre le dernier extrait. C'est la séquence célèbre qui a fait que le film a été aussi pas mal censuré dans différents pays. C'est la fuite donc de la femme et de l'enfant de Max, du héros Max, qui est joué par Mel Gibson, puisqu'ils sont en butte avec une bande de bikers. Donc la mère part avec son enfant, aidée d'une vieille dame qui les avait accueillis, et Max, lui, pendant ce temps-là, est dans une autre partie de la forêt et essaye de les rejoindre en catastrophe.
Bon voilà, donc là on est dans le moment, le trauma total, qui d'ailleurs dans le film est intéressant parce que ça n'arrive qu'à la fin du film. Et c'est à ce moment-là qu'il devient fou, qu'il devient Mad Max en fait. C'est-à-dire le désir de vengeance va finalement se dérouler dans les 20 dernières minutes et préparer après toute la suite de film. Mais en tout cas, c'est encore une fois une idée de longue progression avant d'en arriver à cette situation extrême. Donc ce qu'on voit ici, c'est que le film est extrêmement violent, même si on ne voit pas l'impact sur l'enfant, on le comprend évidemment très bien. Et ça, c'était quelque chose qui était quasiment du jamais vu. Hein. C'est-à-dire qu'on voit très très peu d'enfants mourir à l'écran dans même des films d'exploitation. C'est rare de voir des enfants tués. Surtout un enfant pour lequel en plus on s'est beaucoup intéressé durant le déroulement du film. C'est un film qui est vraiment entièrement guidé, sa mise en scène est entièrement guidée par l'idée du conflit, de la douleur et de l'énergie. Mad Max, ça n'arrête jamais en fait. C'est tout le temps du conflit. Et l'image est parfaitement au diapason de cette démarche-là, puisque c'est filmé en 70 mm, donc c'est un écran très large, avec des focales anamorphosées qui permettent en fait des visions extrêmement larges et des focales aussi qui ouvrent des perspectives très très puissantes, très longues. Et ça crée en fait cette idée que l'espace est complètement élastique, c'est-à-dire qu'on a l'impression que le héros court sur une route sans fin. Et dans Mad Max, on a toujours cette impression-là, c'est-à-dire que dès qu'un personnage se retrouve sur une route, il n'arrivera jamais au bout de la route, en fait. C'est quelque chose de terrifiant parce qu'on avance, mais en fait, en avançant, le point de focale s'éloigne systématiquement. Et cette course de Max, elle est très représentative de l'esprit de Mad Max et du déplacement des corps dans Mad Max, en fait. C'est cette idée qu'on n'arrive jamais au bout de cette route sans fin qui est typiquement australienne, en fait. C'est la route de l'Australie qui n'en finit jamais, quoi, en fait. Hein, voilà. Donc, c'est un film qui parle très peu aussi, et l'angoisse naît aussi du manque de dialogue. On ne fait que constater des actes extrêmement brutaux dans Mad Max. Il y a un peu de dialogue, mais très peu. Et la référence que Miller cite beaucoup, c'est qu'il dit pour lui, c'est le cinéma muet de Buster Keaton et d'Harold Lloyd qui l'ont influencé. C'est-à-dire que lui, ce sont les slapsticks, les films burlesques, très physiques, avec des cascades très 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 brutales en fait à l'écran, qui vont comme ça infuser son inspiration en fait. Hein, voilà. Donc voilà, pour en finir là-dessus. C'est à la fois Mad Max le moyen de faire table rase de toutes les visions et les fictions d'horreur qu'on avait vues auparavant, et en même temps ça va les exemplifier à la puissance 1000 en fait. C'est-à-dire que là, quand on a fini de voir Mad Max, on a une espèce de condensé de tout ce que ce territoire australien peut comporter d'épouvantable. Alors la présence animale est très peu active à l'écran dans Mad Max parce que les animaux sont tous morts en fait. Il n'y a quasiment plus d'animaux. Il y a quelques chiens errants, mais il n'y a plus d'oiseaux, il n'y a plus rien. Voilà, donc on en arrive un peu à la fin de tout, ce qui donnera lieu après à plein d'autres films qui explorent justement cette vision post-apocalyptique, hein, comme on dit actuellement. Voilà, et puis pour terminer, si vous avez envie d'avoir quelques échos de films contemporains, pour le coup, qui continuent sur ce sujet-là, il y a beaucoup de films australiens qui continuent à perpétuer ces visions qu'on a commencé à évoquer. Peut-être que 3 qui sont assez représentatifs. C'est le premier, Wolf Creek, qui a donné lieu après à une série de films d'horreur qui sont des espèces d'héritiers lointains de Waking Fright, par exemple. Hein. C'est une sorte de mélange entre Waking Fright et Massacre à la tronçonneuse. Donc Wolf Creek, c'est vraiment extrêmement impressionnant et très très prégnant. Le premier est assez extraordinaire. Blackwater aussi, sur 3 touristes qui se retrouvent la proie d'un crocodile. C'est un huis clos dans les marécages qui est magnifiquement mis en scène et qui fonctionne très très bien. Et puis beaucoup plus récemment, The Royal Hotel aussi, qui reprend des éléments de Waking Fright sur deux jeunes américaines qui arrivent et qui vont devenir des serveuses dans un bar complètement perdu au fin fond du bush et qui vont être en but avec évidemment les chasseurs locaux qui vont les harceler, quoi. Voilà. Et donc c'est aussi un film d'horreur psychologique qui est extrêmement efficace et très très bien mis en scène. Voilà. Donc bon, peut-être que là, avec ces 3 films, vous avez une idée un petit peu aussi de ce qui se passe en ce moment dans le cinéma australien. Voilà, on peut s'arrêter là. Merci beaucoup.